chronique politique du Grand Journal avec Alexis Lacroix. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre. Merci à vous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, ce week-end de politique a été marqué par la fête de l'humain organisée à Brétigny-sur-Orge. Un rendez-vous qui a vu la NUPES afficher une nouvelle fois ses divisions et Jean-Luc Mélenchon sortir la sulfateuse contre le communiste Fabien Roussel. L'occasion, Alexis, d'essayer ensemble de décrypter la stratégie d'outrance du leader de la France Insoumise, a commencé contre Emmanuel Macron. Oui, alors il revenait d'ailleurs dans son département. Il est de l'Essonne. C'est une matrice commune à beaucoup de socialistes ou d'anciens socialistes, comme Julien Drey, comme Manuel Valls. Ils sont tous venus de cette matrice politique. Évidemment, leurs destins après se sont séparés. C'est le moins qu'on puisse dire dans le cas de Jean-Luc Mélenchon, dont d'ailleurs on ne soulignera jamais assez le talent. C'est pas pour autant qu'on ne peut pas critiquer ses orientations idéologiques. Il a un grand talent, c'est incontestable. Alors, vous avez raison, la sulfateuse. Il y a deux éléments qui nourrissent son procès, j'allais dire, en sorcellerie contre Emmanuel Macron. Vous allez voir que c'est presque en sorcellerie. C'est d'abord le fait que le président de la République, par la voix de son ministre de l'Éducation nationale, mais évidemment on a eu l'occasion de le commenter avec vous, c'était coordonné au moment de la rentrée, a fait prononcer à Gabriel Attal un discours mémorable qui promulguait l'interdiction de ce nouveau signe religieux ostensible, en réalité, qu'est l'abaya, même si on le présente en le minorant, en l'édulcorant comme un simple survêtement pour jeunes femmes, c'est quand même un signe religieux détourné, et l'interdiction, évidemment, a suscité... Ce que conteste Jean-Luc Mélenchon, il y reviendra évidemment, tout à l'heure. Vous avez absolument raison. Donc la sulfateuse, c'est d'abord en direction de cela. C'est-à-dire que pour lui, il s'agit au fond d'une mesure vexatoire à l'encontre d'une communauté en particulier. Sur ce, le président de la République, les services de l'Élysée annoncent la participation passive, certes, mais il sera là, du président de la République à une messe donnée par le souverain pontife François, qui est un pape plutôt de gauche, entre guillemets, si vous voulez, qui défend les droits des migranti, etc., etc. Et évidemment, c'est l'occasion pour Jean-Luc Mélenchon et de fustiger l'interdiction de l'abaya et de fustiger la présence du président de la République à cette messe aujourd'hui controversée. Il va de soi qu'il ne va pas faire le signe de croix, tout ça est absolument évident. Vous voyez, et puis il y a l'affaire Pinochet. Alors, alors on peut résumer, donc pour le dire tout simplement, Mélenchon surfe sur cette vague-là, à la fois catophobe, donc contre la présence d'un président de la République à une messe, présence, je dis bien présence, il ne fait pas plus, et de l'autre côté, islamophile. Vous voyez que et ce message, croyez bien... Il y a une cohérence, une logique interne. Il y a une cohérence, c'est-à-dire que ce message est reçu 5 sur 5 par son électorat. Et d'ailleurs, quand Gérard Miller, qui est proche de Jean-Luc Mélenchon, tense les électeurs juifs de formation de droite comme Reconquête, il sait ce qu'il fait aussi. Ils ont perdu, selon lui, leur boussole morale. C'est une façon de montrer du doigt la communauté juive française en la présentant comme extrémiste, etc., voire éventuellement raciste. Donc il y a là une stratégie politique qui est absolument scandaleuse et qu'il faut dénoncer. Deuxième élément de la fusée, vous avez raison, c'est la pinochetisation d'Emmanuel Macron et de sa première ministre, mais aussi de leur ligne politique. Je vous lis la citation, vous avez raison. C'est sur la base du coup d'État de Pinochet que les Chicago Boys ont pu commencer leurs expériences sur le dos du peuple chilien. Et il poursuit, et nous continuons ici même contre ceux qui la prolongent, cette expérience donc d'il y a 50 ans. Macron borne pour nous le même visage bestial commencé à Santiago du Chili, par parenthèse, avec le renversement du gouvernement démocratique et socialiste d'Allende par le dictateur de droite dur, extrémiste, soutenu par les Américains, Pinochet. Écoutez, les Chicago Boys étant... non mais je veux dire, on peut tout reprocher à Emmanuel Macron, et je ne me prive pas, comme d'autres éditorialistes ici, Arnaud Benedetti, etc., de faire la critique du macronisme. Mais la bestialisation, l'animalisation de l'adversaire et sa pinochetisation, c'est-à-dire en fait dans le lexique français, sa fascisation, c'est absurde, ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'on peut critiquer chez Emmanuel Macron. Il y a plein de traits qu'on peut critiquer et je ne m'en suis pas privé, y compris ce que j'avais appelé le naufrage biopolitique du pass vaccinal. Vous voyez, donc je ne suis pas du tout un macronien de stricte obédience. Selon vous, aller à ce type de critique, c'est-à-dire qu'il en pourrait en faire beaucoup d'autres? C'est ce que vous avez très bien appelé une stratégie de l'outrance qui n'est pas simplement électorale, mais qui repose aussi sur une conversion idéologique. Nous avons connu, moi j'étais jeune, mais nous avons connu, Manuel Valls a connu dans l'Essonne un Jean-Luc Mélenchon qui était au fond très proche des positions laïque, républicaine, assimilationniste du Grand Orient de France, par exemple. Vous voyez. Et aujourd'hui, il est en dissension avec ses positions et il s'affiche comme l'un des grands chefs de file, intelligent, moi je ne minore pas son intelligence, de l'islamo-gauchisme en terre européenne. Voilà. Mais ces déclarations ne sont pas aussi l'occasion de faire des coups. Il a cité
Les fameuses déclarations de Poutou vendredi à la fête de l'UMA, une manière de faire parler de lui. Vous avez raison, nous sommes tous pris probablement dans une économie médiatique court-termiste, short-termiste, où pour beaucoup de responsables publics, en tout cas c'est comme ça qu'ils l'entendent. Moi j'ai entendu chez Havas il y a quelques années des hommes politiques faire leur confession. Ils disaient si on ne fait pas parler de nous chaque jour, on est mort. C'est évidemment très excessif, mais vous avez raison, un certain nombre de responsables publics pensent dans ces termes. Je pense que ce sont des termes délétères. Peut-être sont aussi les termes dans lesquels pense Jean-Luc Mélenchon. Alexis, Jean-Luc Mélenchon qui use de cette même logique d'outrance contre ses partenaires de la NUPES. On va écouter un extrait de son intervention hier sur le plateau de BFM. L'heure n'était pas à l'envoi de rose. Personnellement, je ne fais pas la NUPES parce que j'aime les autres. Je ne les aime pas. Ah, vous n'aimez pas vos partenaires, non? Non. Ah bon? Je considère que la ligne politique qu'ils ont choisie, ils l'ont fait volontairement. Une écologie qui n'est pas anticapitaliste, pour moi, c'est du jardinage. Donc le ça, socialisme, c'est pour les écologistes. Oui, mais je vais continuer. Ouais. Le socialisme qui ne met pas en cause le capitalisme, c'est mignon. Ça, c'est pour Et le communisme qui ne se donne pas comme objectif une révolution socialiste, je me demande ce que c'est. Alexis? Alors, puisqu'on dénonce la diabolisation de l'adversaire, à laquelle se livre aujourd'hui très clairement Mélenchon, on peut aussi éviter de le diaboliser à notre tour. Il y a, dans sa manière de s'exprimer sur la NUPES, une NUPES qui craquelle de toutes parts depuis l'annonce d'une candidature socialiste séparée, celle qu'a fait le premier secrétaire du Parti communiste français d'une candidature communiste séparée. Il y a des craquements à l'intérieur de ce cartel électoral. Mais Jean-Luc Mélenchon, justement, si vous voulez, reprend ses billes quelque part. Et il nous annonce en quelque sorte que l'union perdure, mais qu'en même temps, il n'a aucune sympathie pour la ligne idéologique de ses alliés, donc les écologistes, les communistes, etc. Au fond, il pratiquerait, à ses yeux, une forme d'antilibéralisme bisounours qui n'est pas l'anticapitalisme dont il se réclame. C'est une manière de préparer un divorce ? Alors, ça, c'est probable sur un plan politicien. Vous avez vu que de tous les éditorialistes de Radio J, je ne suis pas le plus politicien dans ces décryptages. Mais je pense que le plus important n'est pas là. Il est idéologique. Nous avons affaire à une réédition d'un très vieux combat qui fut celui de l'époque de l'affaire Dreyfus, de la décennie 1890, entre deux interprétations du socialisme. Une interprétation, on va dire, populiste, pour l'époque, on ne disait pas ce mot, populiste, c'est-à-dire au fond, les petits, les faibles ont toujours raison, quoi qu'il arrive. C'était Jules Guesde qui a porté ce discours-là. Et une interprétation qui anticipe avec ce qu'on appelle la social-démocratie aujourd'hui, qui est par exemple celle de Hollande ou de Cazeneuve, qui est une interprétation beaucoup plus démocratique et beaucoup plus soucieuse des médiations républicaines. À l'évidence, aujourd'hui, sur le fond, Mélenchon choisit la voie d'un antilibéralisme qui est en fait une forme de néo-guédisme, de réveil, de réinvention de ce que fut la ligne de Jules Guesde. Je ne juge pas sur le fond. Je ne sais pas d'ailleurs si ça peut marcher. Il y a quand même 20% des Français qui sont sur ces idées-là. En revanche, ça pose un problème à ses alliés. Pour terminer, Alexis. Oui, très, très rapidement, c'est la dernière phrase, Steve, qui ressentent cette ligne-là comme une ligne de caserne qui leur est imposée indépendamment de leurs orientations personnelles, qui sont, vous l'avez bien compris, davantage écologiques, social-humanistes, progressistes, mais pas de cet anticapitalisme hard, entre guillemets. C'est notamment le cas de Clémentine Autain qui l'a rappelé ce week-end. Merci beaucoup Alexis d'avoir été avec nous. On vous retrouve demain pour une autre chronique politique. À demain.